La vie d'un footballeur clandestin ressemble tout simplement à l'enfer. Parce que c'est pas une vie, c'est pas la vie. Aller chercher l'argent où il se trouve, marquer des buts, briller dans l'arène sportive planétaire, c'est l'Eldorado à portée de ballon. Pas de flics en embuscade sur les bancs de touche, pas d'embarcation qui chavire à proximité des détroits, pas de mort violente, pas de camp de rétention, alors rêvons. Je ne rêvais pas d'être professionnel en Europe. Mon objectif, c'était de jouer dans une équipe de première division au Cameroun. Déjà, je trouvais que j'étais apprécié par les autres. Je trouvais que j'avais de l'estime. Je me sentais valorisé parce qu'on trouvait que je jouais bien. Et dans le club dans lequel j'étais déjà dans un club de première division, le Sintra de Yaoundé. J'étais dans le Sintra de Yaoundé à 17 ans. Donc j'ai fait toutes mes classes dans le Sintra. Je n'attendais pas un gros salaire à l'époque. J'attendais pas quelque chose en retour. Mon objectif, c'était quitter le Sintra pour aller dans le canon de Yaoundé. Moi, c'est pour ça que je travaillais. Marcelin, lui aussi, a découvert l'Europe avec des yeux de clandestin, sans jamais parier sur le foot pour se sortir d'affaires. C'est la musique qui le fait marcher. Soucieux de solidarité africaine, il s'inquiète de ce qui attend ses petits frères footballeurs à leur arrivée sur les stades européens. Si vous voulez être footballeur, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler pour pouvoir réussir. Et c'est pas en venant par un chemin tortueux, en prenant un bateau ou bien en prenant une pirogue, que vous croyez qu'en arrivant en Europe, clac, vous aurez un club. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais je crois que les 90% des gens qui sont venus dans ce cas de chemin tortueux-là, n'ont jamais joué au football ici en Europe. Hey, bien joué, Milo. Prenons le cas simple de mon pays. Vous arrivez là-bas avec 1500 euros, qui représentent 1 million de francs CFA. Je ne sais pas, ça c'est la paye d'un directeur de grande société. Vous arrivez là-bas pendant un mois, ou bien pendant une semaine, vous claquez ces 1500 euros. Mais le petit bonhomme avec lequel vous avez marché, votre ami d'enfance avec lequel vous avez été, peut-être même qui a poussé plus à l'école que vous voit claquer 1 million de francs en une semaine. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se dise? Il va se dire non. Le mec là où il sort, il y a des sous, c'est bien là-bas. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que ces 1500 euros, ce sont les économies d'un an. On vient claquer en une semaine, juste pour faire croire aux gens qu'on a réussi. C'est une illusion. Mais l'Europe a toujours été l'Eldorado pour nous. Ça a toujours été un mirage. Qu'est-ce qu'on recevait comme journal? Qu'est-ce qu'on avait comme information? France Foot ou l'équipe? C'est-à-dire figurer sur ces pages, pour nous, c'était un rêve. Donc, tout jeune a bien voulu, une fois dans la vie, figurer dans ces pages. Devenir pro, s'identifier aux grands joueurs, courir comme un héros. Le rêve se matérialise en direct sur tous les écrans du monde. La cerise sur le gâteau serait de battre l'Europe sur son propre terrain.
Pour passer du spectacle de la télévision à la réalité des stades européens, il faut forcer le destin. Souvent, la balle est dans le camp du recruteur. Une fois, en début de saison, j'ai été contacté par un monsieur qui est un franco-sénégalais qui m'appréciait beaucoup et qui m'a proposé de venir poursuivre ma carrière ici en France. Qu'est-ce qu'il vous a raconté sur l'Europe? En fait, il m'a dit tout simplement que avec les qualités que je perdais mon temps au Cameroun. Que j'étais un joueur en devenir et que je pouvais être comme tous les joueurs que je vois à la télévision. Que grâce à lui, il pouvait me faire signer au PSG, à Marseille ou partout en Europe. Et vous l'avez cru immédiatement? Moi, je l'ai cru immédiatement parce que je suis issu d'une famille pauvre. Et une famille pauvre, mais qui a beaucoup de valeur. Et l'argent, c'est une grosse tentation, quoi. Il m'a proposé Nancy-Lorraine. Moi, je l'ai cru tout de suite. À l'époque, je n'avais pas le choix. Tout ce qu'il m'a raconté, il est venu là, tout ce qu'il a raconté à mes parents, à ma mère, tout le monde était... Déjà, il nous a fait lire des contrats d'autres joueurs. Il m'a dit avec le talent que moi j'ai, je peux avoir ça le triple. Ou si je continue à travailler, je peux encore avoir ça, je peux avoir 10 fois plus que ça. Qu'est-ce qui avait marqué sur ces contrats? Ces contrats, c'était... apparemment, c'était des vrais contrats. Mais des contrats des gars qui signaient... par exemple, un gars qui avait signé à Lens et qui avait un salaire considérable, quoi, qui avait, je crois, 40 000 euros, je crois, par mois. 40 000 euros représente environ 25 ans de travail pour ma mère, qui est dans la police. Ils arrivent, ils promettent monts et merveilles aux jeunes, qui relaient l'information vers la famille. La famille se mobilise, fait des emprunts énormes, tout en sachant que quand leur fils arrivera en Europe, c'est un futur millionnaire, donc ils pourront rembourser. Disons que le ballon a été propulseur pour qu'ils arrivent en Europe. Mais c'est leur famille qui a financé, c'est pas l'agent. Dans les 800 000 francs, c'est fin. Ça va faire 1300 euros environ. Pour le voyage? Pour le voyage, oui. Et quel est cet agent qui vient vient détecter des joueurs et fait payer le transport à ces joueurs? Fait payer jusqu'au visa à ces joueurs? Mais c'est que des malhonnêtes. Au niveau du Cameroun, c'est pas très choquant. C'est pas choquant parce que c'est chaque joueur. Parce que le fait d'avoir une proposition comme celle-là, c'est comme du pain béni. C'est des sommes que les familles n'arrivent pas à trouver. C'est des sommes que les familles n'arrivent pas à trouver facilement. Mais chaque famille n'attend qu'une proposition comme celle-là. C'est horrible, mais c'est la vérité. Quand je suis arrivé à Nancy, c'était déjà, premièrement, c'était un choc parce que déjà au niveau du centre de formation, le fait de voir une seule équipe qui a 5-6 terrains d'entraînement, c'était impressionnant. Parce qu'au Cameroun, un terrain d'entraînement, c'est pour 10 à 12 clubs par jour. J'avais un visa de 45 jours, j'ai fait un mois. Le test était positif. J'ai eu le contrat et comme c'était la fin de saison, il fallait que je retourne au Cameroun comme tout le monde. Je suis rentré au Cameroun. L'agent qui était avec moi est revenu en France avec mon passeport. 6 mois plus tard, il est revenu au Cameroun me chercher. Mais c'était plus pour Nancy. Il vous a donné une explication? Il m'a dit que
qu'ils ne sont pas tombés d'accord financièrement avec Nancy. Mais pourtant, il y avait un contrat. Pourtant, il y avait un contrat qui avait des sommes, et tout. Et qu'il fallait tout simplement que je signe. À l'époque, personne ne lui a rien demandé parce qu'il est retourné en France. Et moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris cette affaire à cette époque-là. Quand elle est revenue m'a proposé le Havre, ma famille n'était plus intéressée. Ma famille ne voulait plus que je parte parce que moi, j'étais déjà presque limite dépression. Et j'avais plus envie de travailler avec lui. Moi, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, est-ce qu'il faut vraiment que je continue à jouer, à croire au foot, alors qu'on va me faire la même chose demain? Ou s'il faut que je continue à aimer le foot pour m'amuser avec mes copains. Et de nouveau, j'ai encore eu des contacts avec ce monsieur qui est revenu au Cameroun et qui m'a proposé de nouveau l'Italie. Il est revenu avec des lettres d'invitation et tout pour Venise. Mais je suis allé à Venise, je n'étais pas attendu à Venise. Il m'a ramené ici en France. Et ici en France, j'ai vécu avec lui 2 mois à Monaco. Et c'est là-bas que ma carte de séjour a expiré. Il m'a dit qu'il fallait que je vienne faire les essais ici au Racing de Strasbourg. Nous sommes arrivés ici au Racing. Je n'ai pas pu faire l'essai. Je courais tous les matins, j'attendais qu'une bonne nouvelle arrive. Et c'est ici à Strasbourg qui m'a abandonné. Ça a été la plus longue année de ma vie. Parce que je ne connaissais personne. J'avais personne. J'avais personne pendant les 2 premiers mois. C'était vraiment l'enfer, quoi. C'était en hiver. Je parcourais des kilomètres dans la nuit parce que je n'avais pas trouvé un endroit où me coucher, quoi. Là, il n'y avait plus l'espoir d'être footballeur, il n'y avait plus l'espoir. C'était le compte à rebours de la survie qui était lancé. J'entrais dans les magasins. Quand j'avais faim, j'entrais dans les magasins et je piquais 2-3 trucs. Et je me souviens par exemple qu'il y avait des jours pour acheter une baguette. On réunissait les centimes. Il manquait peut-être 5 centimes. Un de nous fait un tour, on attend pendant 2 heures pour qu'il ramène 5 centimes. Pour compléter et qu'on achète une baguette. Pour que un autre aille voler du sucre, pour qu'on mange la baguette et le sucre volé. Je faisais des choses pas claires, quoi, pour pouvoir survivre. Je suis pas de cette nature-là. Mais quand il faut survivre, il y a des règles qu'on ne suit plus.